Bonjour à tous, Cécile Abalin de Végépolis Vallée. J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour ce webinaire organisé en partenariat entre Végépolis Vallée, le Technocampus de l'alimentation des Pays de la Loire et le groupe FI. Voilà, le thème de ce webinaire, c'est dans le domaine de la fiscalité de la propriété intellectuelle, de découvrir l'IP Box. Eh bien, tout de suite maintenant, le programme. Donc, je vais vous faire quelques petits mots d'introduction et puis nous passerons ensuite au gros de ce webinaire. Donc, avec une présentation réalisée par Philippe Makowski et qui est responsable de l'équipe IPBox de FI Group, et Pauline Siozade, qui est juriste en propriété intellectuelle à FI Group. Et pour finir ce webinaire, Viviane Kerlidou du Technocampus Alimentation nous fera une présentation de quelques dispositifs régionaux de financement public de l'innovation et donnera quelques éléments d'agenda du futur. Eh bien, tout de suite, quelques petits mots pour présenter ou représenter Végépolis Vallée. Donc, on est un pôle de compétitivité, donc un réseau de plus de 500 adhérents qui regroupe à la fois des entreprises, des centres de recherche, des centres de formation et des instituts techniques. Donc, c'est un réseau autour de la production végétale, mais avec également des structures de l'amont, l'agrofourniture, et les structures qui transforment et distribuent le végétal. On est présent sur le territoire sur 4 régions, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec une équipe de 30 personnes qui est située dans ce territoire pour un ancrage de proximité. Notre métier, c'est d'aider les adhérents à innover, notamment en accompagnant leurs projets d'innovation autour et sur le végétal. Donc, nous avons 7 axes d'innovation, 3 pour une production végétale compétitive et de qualité, respectueuse de l'environnement, de la santé des consommateurs et des producteurs. Et puis 4 axes pour le développement des usages alimentaires et non alimentaires des végétaux, en gagnant en qualité, praticité, service et naturalité. Voilà, donc le programme, je vais maintenant passer à la deuxième partie de ces webinaires avec la présentation de l'IPBox par Philippe Makowski et Pauline Siozade. Cette conférence va maintenant être enregistrée. L'IPBox, c'est un terme un petit peu générique du métier. Dans d'autres pays, on entend parler plutôt de patent box. Donc l'IPBox, c'est le nom un petit peu à la française, qui est en fait un dispositif d'imposition réduite des produits liés à l'exploitation de la propriété intellectuelle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va un petit peu se présenter parce que, en effet, vous ne me connaissez certainement pas ou pas directement. Donc, Philippe Makowski, donc moi je suis responsable de l'équipe, comme l'a dit Cécile, IPBox au sein de FI Group. Je ne suis pas juriste en propriété intellectuelle, hein. Moi je suis plutôt issu du monde du consulting technique, ayant fait précédemment passé pas mal d'années par le crédit d'impôt recherche plus particulièrement. Et je suis accompagné aujourd'hui de Pauline Siozade, qui est juriste pays, qui est vraiment juriste au sein de mon équipe. Donc, puisque c'est un produit qui concerne la propriété intellectuelle, hein, avec ses spécificités, il y a un volet juridique qui est important, et c'est pour ça qu'on a besoin de juristes, et donc l'équipe est composée pour moitié-moitié de consultants plutôt techniques, soit anciens CPI, soit anciens consultants CIR, et une partie plus juriste, notamment anciens avocats en propriété intellectuelle. Alors, FI Group, très brièvement, on est
aujourd'hui un groupe international, expert sur l'innovation et notamment l'accompagnement des entreprises dans leur stratégie, dans leur financement de l'innovation. Une société qui a été créée en 1991 par des associés français, même si on a un nom à consonance plutôt espagnole, puisque la tête de groupe est basée en Espagne désormais. On est aujourd'hui présent sur presque tous les continents, avec 37 bureaux, plus de 1200 employés. Ça progresse assez vite, hein, les chiffres sont pas tout à fait à jour. Et on essaie d'être présent dans tous les pays qui proposent des dispositifs d'aide à l'innovation. Et on suit de façon très rapprochée la fiscalité de l'innovation en ouvrant des pays au fur et à mesure que les dispositifs évoluent. Les derniers pays s'ouvrant étant notamment l'Allemagne, d'ailleurs, qui n'est pas présente sur cette slide, dont les bureaux étaient ouverts cette année, puisque un nouveau dispositif venait juste d'être voté. Donc on a la possibilité d'avoir des accompagnements multi-pays, donc ça c'est assez intéressant sur tout ce qui est mode de financement de l'innovation, soit les dispositifs fiscaux locaux, soit même des choses un peu plus internationales. Au niveau de la France, donc vous voyez, hein, on représente à peu près la moitié du marché du groupe, hein, puisque sur les 100 millions d'euros du groupe de chiffre d'affaires, on en représente quasiment 50 millions. On est plus de 390, on est maintenant 450. Je vous dis, ça évolue très très vite. Notre principal métier, c'est d'accompagner les entreprises sur notamment les dossiers de crédit d'impôt recherche. Hein, donc ça, je pense que ce sont des choses qui vous sont plutôt familières. À titre d'exemple, hein, on déclare par année entre 700 et 800 millions d'euros de crédit d'impôt recherche, hein, sur une enveloppe globale, pour rappel, d'à peu près 6,5 milliards. Donc ce qui fait de nous le plus gros acteur du marché dans les sociétés de conseil. On ne fait que du conseil en innovation, c'est-à-dire que essentiellement crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, IP-Box, donc le sujet d'aujourd'hui, qui est un dispositif qui est nouveau. On aide également les entreprises à obtenir des subventions liées à de l'investissement, soit au niveau de l'innovation, soit sur des projets. On accompagne également sur les plans de relance. Voilà, notre métier, c'est vraiment d'accompagner les sociétés de l'amont de l'idée de la R&D jusqu'à l'aval au niveau de l'exploitation de la propriété intellectuelle. On a un maillage régional important, le siège est à Paris, mais ça fait longtemps que Paris ne représente plus les principaux effectifs, hein. On a vraiment des bureaux en région avec des effectifs plus que significatifs. Alors, aujourd'hui, on va vous parler donc de l'IP-Box. Qu'est-ce que c'est que l'IP-Box? Alors, si on place l'IP-Box dans le processus de R&D, on va se retrouver, ce que je vous indiquais, plutôt dans la partie aval. C'est-à-dire que sur les parties amont de la R&D, ou en tout cas dès lors que vous avez un projet, une nouvelle idée, vous allez vous retrouver sur de la structuration, du management de l'innovation, comment faire émerger une idée, comment essayer de regarder par rapport à l'état de l'art, l'état des connaissances, si cette idée présente un intérêt, comment lever les verrous scientifiques, les verrous techniques. Donc là, on va se retrouver dans du management d'innovation, dans une partie de subvention, hein, donc en amont des projets de R&D. Puis, dès lors que les travaux et les premières dépenses vont être engagées au niveau du financement de l'innovation, vous allez avoir les mécanismes du CIR et du C2I qui sont très intéressants, hein, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, qui vont vous permettre de récupérer une quote-part du volume engagé, des dépenses engagées au titre de la R&D sous la forme de crédit d'impôt. Donc ça, c'est un mécanisme qui est très intéressant, puisque étant donné que ce sont des crédits d'impôt, même si vous êtes face avec une société qui est déficitaire ou une start-up, c'est de l'argent qui va être réinjecté dans la structure directement. Et il manquait à ces dispositifs-là un dispositif qui permette d'aider, ou en tout cas de valoriser la stratégie de propriété intellectuelle des entreprises et d'obtenir, je dirais,
un financement ou en tout cas des avantages au niveau de la phase d'exploitation de la propriété intellectuelle issue des travaux de R&D. Donc c'est là qu'intervient l'IPbox, qui va se situer dès lors que vous avez l'émergence d'un actif de propriété intellectuelle. Alors, on y reviendra un peu plus tard dans la présentation et exactement ce qu'on entend par actif de propriété intellectuelle. Mais là, je vais vous faire un petit spoiler en avance. Voilà, l'actif de propriété intellectuelle, ça va être le brevet, le COV ou le logiciel. Dès lors que vous créez de la propriété intellectuelle, on va parler d'actifs de propriété intellectuelle. Donc on voit que l'IPbox est vraiment complémentaire. On a une phase de recouvrement avec du CIR, du C2I. Là-dessus, il n'y a pas de problématique. Les deux dispositifs sont complémentaires l'un de l'autre. Vous allez pouvoir continuer de toucher votre crédit d'impôt recherche tout en activant de l'IPbox, et ça, on vous expliquera comment est-ce que ça se déroule par la suite. Alors, à qui s'adresse ce dispositif? Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, puisque ce dispositif, comme tout dispositif fiscal, a un certain nombre de potentielles barrières à l'entrée, et ces barrières pour l'IPbox sont quand même assez restrictives, malheureusement un peu plus restrictives que sur des dispositifs plus larges comme le crédit d'impôt recherche. Alors la première étape, il faut détenir un certain nombre de droits de propriété intellectuelle. Il faut que cette détention soit effectuée ou soit réalisée, enfin, faut qu'elle soit effective en France, et il faut que ces droits soient détenus par l'entité qui va souhaiter lever l'option. On reviendra un peu plus tard sur qu'est-ce qu'on entend par lever l'option, mais il faut que ce soit l'entité française qui détienne les droits en France, qui lève l'option en France. Jusque-là, pas de grosses difficultés. Néanmoins, il faut détenir un certain nombre de droits de propriété intellectuelle éligibles, et on aura la liste par la suite. Le deuxième point, il faut que ces droits génèrent des revenus. Alors, ces revenus de propriété intellectuelle, on va parler de revenus de cession, concession, sous-concession. Pareil, on viendra dans le détail par la suite, mais ça c'est important. Donc on a des droits de propriété intellectuelle en France, on génère en France des revenus. Et le dernier point qui est assez notable, c'est qu'on est sur un avantage fiscal sous la forme d'une imposition à un taux réduit par rapport au taux d'impôt sur les sociétés. Hein, pour rappel, le taux d'IS, le taux d'impôt sur les bénéfices pour l'exercice fiscal 2020 est de 28%. Là, on parle d'une imposition à taux réduit de 10% sur ces produits de propriété intellectuelle, sur ces revenus de produits en lien avec des actifs de pays. Donc, on n'est pas sur un crédit d'impôt. Ça, c'est important de le souligner. Donc, la société doit être bénéficiaire. Donc, elle doit payer de l'impôt. On va travailler sur le taux d'imposition de la société, et on ne va pas du tout, malheureusement, il n'y a pas d'avantage pour les sociétés qui, par exemple, sont soit déficitaires sur un exercice, soit déficitaires avec du déficit reportable et qui ne présentent pas de bénéfices. Donc, ça fait un certain nombre de barrières à l'entrée du dispositif. Alors, ce dispositif, il vient pas de nulle part. Il vient pas de nulle part. Alors, même si je vous disais, je vous avais un petit peu dit en introduction qu'il était nouveau et qu'il manquait un dispositif de valorisation de l'aval de la chaîne de la R&D, c'est pas tout à fait vrai. Il existait un dispositif précédemment qui s'appelait le régime des plus-values à long terme, qui était régi par l'article 39 ter des sièges du Code général des impôts. Voilà, pas d'inquiétude, hein, là on va parler Code général des impôts, articles de loi, etc. Ça permettra d'avoir les grandes références, mais on n'ira pas beaucoup plus dans le détail à ce niveau-là. Donc cet ancien article donc le 39 ter des sièges du CGI permettait d'avoir un taux d'imposition réduit un petit peu sur le même principe, de 15%. Alors la fiscalité était un peu plus élevée, hein, on était au-delà de 30%. Vous savez hein, que l'imposition sur les bénéfices des sociétés est en train plutôt sur une phase décroissante. Alors même si on n'est pas à l'abri que suite à la crise du Covid qu'on est en train de vivre,
cette imposition ou cette diminution de l'imposition du taux d'IS soit un petit peu décalée dans le temps, hein, puisque malheureusement on a créé beaucoup de déficits au niveau de l'État et un jour ou l'autre il faudra quand même re-remplir les caisses. Mais néanmoins, il existait ce taux réduit à 15% précédemment. Alors c'était un dispositif qui était réservé au brevet, au monde du brevet et du COV, donc le COV étant le brevet pour le vivant, donc c'est certificat d'obtention végétale, et dont étaient exclus un certain nombre d'autres droits de propriété intellectuelle. C'est un dispositif qui était relativement simple dans son application, peu restrictif, donc qui était assez plébiscité par les acteurs qui connaissaient ce dispositif. Alors, vous allez me dire, si c'était simple dans son application, déjà utilisé, pourquoi le modifier? Ou en tout cas, pourquoi apporter des modifications importantes et maintenant aujourd'hui parler d'IPbox? En fait, cette modification, elle a été un petit peu imposée par, ou en tout cas suggérée très fortement par l'OCDE dans son plan 5 du BEPS. Donc l'OCDE a pour objectif de lutter contre les pratiques dites fiscalement dommageables et un petit peu de lutter contre, on va dire, l'évasion fiscale, alors même si c'est pas forcément le terme approprié ici, mais en tout cas les techniques d'optimisation qui étaient utilisées par certaines sociétés internationales. Et une de ces pratiques consistait à faire tourner ces actifs de propriété intellectuelle au sein d'un groupe international pour rapatrier les actifs de propriété intellectuelle dans un pays présentant une fiscalité avantageuse, notamment justement sur les revenus générés par cette propriété intellectuelle. Donc cette optimisation consistait à faire sa R&D dans un pays présentant certains avantages, que ce soit sous la forme de fiscalité, par exemple le crédit d'impôt recherche en France, ou parce que les coûts du personnel qualifié étaient plus faibles, hein. On peut penser à certains pays d'Asie du Sud-Est ou par exemple l'Inde pour les développements informatiques ou pharmaceutiques dans certains cas, l'Afrique du Nord également. Donc faire sa R&D, sous-traiter sa R&D à une filiale à l'étranger, rapatrier la propriété intellectuelle dans un pays présentant une fiscalité avantageuse et bénéficier un petit peu de tous les avantages fiscaux possibles dans les différents pays. Un exemple classique, ça pourrait être par exemple une société qui faisait sa R&D en France, bénéficiait du crédit d'impôt recherche et rapatriait les actifs de propriété intellectuelle dans un pays comme les Pays-Bas, où il existait une fiscalité plus avantageuse. Donc là, l'OCDE a incité fortement les États à introduire une nouvelle approche dans le mode de calcul de ces avantages, et notamment c'est ce qu'on appelle l'approche Nexus, qui vise à corréler l'avantage fiscal délivré à des activités de R&D réalisées sur le territoire national. Sous-entendu, on ne vous interdit pas de faire tourner les actifs de propriété intellectuelle, hein, ça c'est un droit à la limite. Néanmoins, si vous voulez bénéficier d'un avantage fiscal, il faut se mettre en conformité et un certain nombre de règles vont venir dégrader cet avantage si la R&D n'est pas réalisée dans le même pays que l'exploitation de la propriété intellectuelle. Alors pour la petite histoire, la France a été assez lente à se conformer à ces recommandations, et on est un petit peu en retard par rapport à nos voisins européens qui, eux, se sont mis en conformité un peu plus vite. Donc les systèmes dits de patent box, par exemple, qui existent en Espagne et en Belgique pour nos plus proches voisins, reprennent tout à fait cette approche Nexus, même s'il y a certaines différences. Dans le droit français, ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit donc par la suppression de l'ancien régime, donc la suppression de l'article 39 TADCS et l'introduction de l'article 238 du Code général des impôts qui consacre cette approche Nexus en France à partir de l'exercice fiscal 2019. Donc maintenant, c'est cet article-là qui est en vigueur et l'ancien article, l'ancienne fiscalité de l'API n'existe plus.
Alors, ça c'est un petit peu un rappel de ce que j'ai déjà indiqué, hein. L'action 5 du BEPS, donc de l'OCDE, donc ça c'est pour vous donner un petit peu le cadre juridique, a donné lieu donc à l'introduction de 238 du CGI. Article de loi qui a été traduit un petit peu dans la doctrine administrative, enfin, on va dire traduit ou en tout cas interprété dans la doctrine administrative au sein du BOFIP, donc qui donne un certain nombre, typiquement, d'indications sur le mode de calcul et le mode de déclaration, les dépenses à prendre en compte et donne un certain nombre d'exemples. On est sur un dispositif récent, puisque, comme vous le voyez sur l'encart de droite, on est sur une loi de finances qui a été votée pour l'exercice 2019 avec une première version initiale du BOFIP, donc de la doctrine administrative, qui n'est sortie que le 17 juillet 2019, hein, donc 7 mois après le vote de la loi de finances. BOFIP qui a été en consultation publique jusqu'au 15 septembre 2019, avec une mise à jour au 22 avril 2020, donc peu de temps avant la déclaration des premières IP Box, qui a permis de clarifier un certain nombre de points, mais qu'un certain nombre de points et pas tous les points. Et ça, c'est important de le garder en tête, car il existe encore un certain nombre de points d'interrogation sur le dispositif. Dès lors qu'on rentre dans le détail de cas particuliers en lien avec certaines organisations de société, en lien avec certaines dépenses de R&D des entreprises, à savoir si est-ce qu'on reprend ou pas telle ou telle dépense, est-ce que dans tel et tel cas de figure, la société est bien éligible au dispositif. Donc ça, ce sont des choses qui sont encore, pour certaines, un peu floues. Pour le moment, on n'a pas de jurisprudence, très clairement, puisque le dispositif est trop récent. Les premières phases de contrôle fiscaux qui vont donner lieu peut-être demain au premier contentieux et après-demain aux premières jurisprudences ne viennent que de démarrer aujourd'hui. Donc, en l'état, on est encore sur un dispositif sur lequel on passe beaucoup par des rescrits, on passe beaucoup par de l'interrogation de l'administration, et sur un certain nombre de volets sur lesquels on a de l'interprétation potentielle dans un sens ou dans un autre. Donc ça, malheureusement, ça crée un petit peu d'incertitude fiscale, ce qui est jamais bon pour un dispositif, et c'est pour ça qu'on a tendance, dès lors qu'on a une incertitude, à vouloir passer par la voie de rescrit, notamment directement en posant les questions à l'administration fiscale et obtenir une réponse qui soit opposable à l'administration en cas de contrôle. Pauline, tu voulais reprendre sur les... je te laisse la main. Oui, bien sûr. Ouais, merci Philippe. Bonjour à tous déjà. Merci d'être là pour nous écouter sur l'IP Box. Alors pour faire le lien un petit peu avec ce qu'a dit Philippe, c'est vrai que on a à l'origine de ce dispositif ce changement entre l'article 39 terdecies et maintenant ce qu'on connaît sous le signe IP Box à l'article 238, qui a été changé sous l'impulsion de l'OCDE. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que l'OCDE, ce sont des préconisations qui ont été données et qu'en fait, on a une liberté laissée aux juridictions dans la mise en œuvre. Et ça se matérialise par exemple en droit français sur certains mécanismes qui sont vraiment spécifiques, par exemple l'intégration fiscale. Donc le système a dû s'adapter, c'est-à-dire que l'OCDE n'a donné que des grandes lignes directrices. Ça peut être également sur le taux. On parle pour l'IP Box d'un taux d'imposition réduit. Il est par exemple aux Pays-Bas de 7% au lieu du taux, je crois, classique qui est autour de 20%. Quand en France, en fait, on a fait le choix d'un taux à 10%. Donc on a quand même une certaine liberté laissée aux États. Pour essayer de cadrer un petit peu l'IP Box, on va maintenant parler du champ d'application qui est donc posé par la loi dont je vous parlais, à l'article 238 du Code général des impôts. On se situe pour l'IP Box dans un régime qui a trait à la propriété intellectuelle, mais pas n'importe quel droit de propriété intellectuelle. Et c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, on commence déjà à resserrer un petit peu l'étau, comme le disait Philippe précédemment, déjà sur les droits éligibles. Vous verrez dans cette liste que ne sont pas mentionnés tout ce qui a trait au droit d'auteur en partie et tout ce qui a trait par exemple au droit des marques. Et on le comprendra un petit peu plus tard. Alors on va commencer par les brevets. Donc on a bien sûr les titres de brevets déposés, les certificats d'utilité et les certificats
complémentaires de protection qui sont rattachés à un brevet, qui sont des droits éligibles pour l'IP Box. Et d'ailleurs, la petite particularité, c'est que le brevet peut être également en cours de délivrance. C'est important de le noter parce que c'est vrai que si vous êtes dans un processus de R&D assez long, vous avez déposé un brevet qui n'est pas encore délivré, c'est possible dès ores et déjà de bénéficier de l'IP Box. Dans les faits, ce sera un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'il faut aussi, on le verra ensuite, pouvoir générer des revenus qui découlent de ces actifs, donc on verra que ça peut un petit peu se compliquer. On a ensuite les certificats d'obtention végétale. Donc c'est un sujet qui, je le pense, intéresse particulièrement l'auditoire aujourd'hui, pour lesquels on a également une flexibilité puisqu'on a les titres français qui sont concernés et également les titres étrangers. Par exemple, un titre canadien sera tout à fait éligible pour ce qui est de l'IP Box. Et par contre, petite différence avec le brevet, on se situe uniquement ici sur les certificats qui sont délivrés. Donc ça restera un petit peu le champ d'application sur le certificat d'obtention végétale. Et dernière précision qui a son importance, le certificat qui est délivré ne doit pas être déclaré nul, ce qui veut dire qu'il serait déclaré nul en raison, par exemple, d'une action en revendication. Vous n'êtes pas le bon propriétaire. Deuxième cas, ce serait le cas de la déchéance du titre. Et là, on pense simplement à l'oubli en fait du paiement de la redevance dans le délai prescrit. Votre titre est déchu et vous ne pouvez pas bénéficier de l'IP Box. Et le dernier cas, c'est le cas classique du domaine public, c'est-à-dire que votre titre a été déposé, mais ce titre a une date de fin qui peut varier entre 25 et 30 ans pour les certificats d'obtention végétale. Donc voilà, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Ce sont des petites précisions qui sont là pour nous rappeler qu'on a quand même un périmètre restreint. C'est pas n'importe quel certificat et il faut bien s'assurer qu'il est toujours valide. Le petit 3 que vous voyez à l'écran, ce sont les logiciels protégés par le droit d'auteur. Alors ça, c'est vraiment la grande nouveauté en fait de ce nouveau régime dont vous parlez, Philippe. L'ancien régime, celui du 39 tertiaire, ne concernait que les logiciels qui étaient détenus par des personnes physiques et non pas les entreprises, ce qui en limitait considérablement la portée. Donc on a maintenant, grâce à la réforme qui a eu lieu pour l'exercice 2019, aux logiciels protégés par le droit d'auteur. Alors là, c'est vrai qu'en termes de propriété intellectuelle, c'est peut-être un petit peu compliqué de percevoir ce que serait un logiciel protégé par le droit d'auteur. Pour faire simple, il devra remplir la condition en fait d'originalité qui déclenche la protection par le droit d'auteur, c'est-à-dire que votre logiciel ne doit pas être la copie conforme du logiciel du concurrent. Il doit montrer un effort personnalisé, quelque chose qui n'est pas seulement une logique, je dirais, automatique. Et pour rappel, bien sûr, quand on est sur le droit d'auteur, on parle vraiment du code, la protection du code source, du code objet sera vraiment l'objet de la protection. Voilà, donc c'est une des possibilités. Ensuite, très rapidement, je passe sur les procédés de fabrication industrielle qui se rattachent en fait directement au brevet et au certificat d'utilité. Pour faire simple, il s'agit vraiment d'un savoir-faire qui devrait être obligatoirement adossé à un brevet, au titre du brevet, qui peut également du coup faire partie de l'IP Box. Et sur la dernière catégorie, là je passe encore plus rapidement, il s'agit en fait des inventions qui sont brevetables mais qui n'ont pas été brevetées, c'est-à-dire qui n'ont pas fait l'objet d'un dépôt de brevet. Je passerai rapidement dessus parce qu'il y a deux gros freins en fait à l'application de cette catégorie. La première, c'est que son champ d'application est restreint aux PME, selon les conditions de PME au sens communautaire. Et la deuxième, c'est que son entrée en vigueur a été différée dans le temps. Donc là, en l'état, à l'heure où on se parle, cette partie du dispositif n'est pas entrée en vigueur. On attend, pour faire simple, une réponse de la Commission européenne sur une question un petit peu complexe. Donc voilà, donc sur ce point, vous pouvez passer rapidement. Donc on a établi un petit peu la première base de l'IP Box qui est quels droits sont éligibles. Donc vous avez vu des droits de propriété intellectuelle qui pourront servir de base au régime. La deuxième chose importante à noter, c'est qu'en fait, comme le disait Philippe, on n'est pas sur une levée d'options qui serait globale. La levée d'options, en fait, ce que vous voulez, c'est ce qui matérialise votre entrée dans le dispositif. Donc en fait, vous posez la question de l'IP Box, vous sélectionnez des droits de propriété intellectuelle qui peuvent être éligibles. Par exemple, vous avez un certificat d'obtention végétale qui génère des revenus, vous avez un logiciel qui génère également des revenus, et vous allez lever l'option, mais pas pour n'importe quel périmètre, pour un périmètre donné, qui va être en fait, si vous voulez, dessiné actif par actif.
Et le mot actif, vous pouvez le traduire très simplement par droit de propriété intellectuelle, c'est-à-dire le certificat d'obtention végétale, le brevet ou le logiciel. Ça, c'est le principe. On compartimente vraiment, si vous voulez, pour ce régime. On ne lève pas une option globale pour tous les revenus tirés de tous les droits dont on est titulaire. On a vraiment une levée d'options qui est compartimentée. Et dernier point très important à noter, c'est que c'est une décision de gestion pour l'entreprise qui souhaite rentrer dans le dispositif, ce qui veut dire, en fait, si vous voulez, que on peut décider à n'importe quel moment de rentrer dans le dispositif, pour certains actifs ou pour un seul. En revanche, dès lors qu'on sortira du régime pour un actif, qu'on décide de ne pas faire perdurer l'option d'année en année, qu'on décide de sortir du dispositif, on ne pourra plus y re-rentrer. C'est un peu le parallèle qu'on fait souvent, le plus simple à comprendre de la boîte de nuit, de la discothèque, où on peut rentrer en payant son droit d'entrée. On peut en sortir une fois qu'on a terminé, mais par contre, on ne pourra pas y re-rentrer. Donc c'est vraiment le même principe. Ouais, Philippe, merci. Oui, un petit décalage. Pas de souci, non, c'est peut-être moi qui ai la connexion. Voilà, donc là, maintenant qu'on a posé un petit peu les bases sur, bien sûr, les droits qui étaient concernés, il faut voir quels revenus peuvent être éligibles à l'IP Box. Et là encore, l'étau se resserre un petit peu. Ce ne sont pas tous les revenus liés à la propriété intellectuelle qui vont être concernés. Ce sont en fait des revenus qui seront soit des revenus de cession, qu'on peut assimiler à de la vente, ou des revenus de concession ou de sous-concession qu'on peut assimiler plutôt à la location. Ce qui est important de noter en fait ici, c'est qu'on est vraiment sur des revenus liés à l'immatériel. Je vous explique peut-être avec un petit parallèle. Si par exemple demain vous êtes un industriel qui fabrique des télécommandes, vous allez vendre vos télécommandes aux clients en finale. Ces prix de vente ne nous concernent pas aujourd'hui. En fait, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce qui va arriver beaucoup plus en amont. Ce sont soit les cessions de droits, par exemple de brevets qui ont été déposés pour faire évoluer la télécommande et la technologie derrière la télécommande, ou alors la concession, c'est-à-dire la licence en fait qui est donnée à un prestataire pour pouvoir produire ensuite la télécommande. Donc on est vraiment sur un périmètre assez restreint et il faut le penser comme des revenus qui sont assis sur l'immatériel et donc sur ces droits de propriété intellectuelle. Petite précision, pour le cas de la cession, en fait, si vous voulez, comme l'a dit Philippe, on veut éviter avec ce nouveau dispositif d'aboutir à des pratiques fiscalement dommageables. Et en fait, c'est pour ça que le législateur a rajouté 2 conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l'IP Box sur ses revenus de cession, donc de cession de l'actif immatériel. C'est que cet actif ne doit pas avoir fait l'objet d'achat-revente. En fait, si vous voulez, on veut éviter qu'une entreprise ait pour unique activité de faire l'acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les revendre, dans le but de les revendre juste après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est écarté. Et la deuxième condition, bien sûr, c'est qu'il ne doit pas y avoir de lien de dépendance entre la personne qui est titulaire des droits et la personne qui va acquérir ce droit. Ce qui est encore une fois relié toujours à cet impératif d'éviter les pratiques fiscalement dommageables. Donc voilà un petit peu pour le cadre. Le deuxième point très important à voir maintenant, c'est de resserrer les taux encore un petit peu sur les revenus qui vont être éligibles. Puisqu'en fait, si vous voulez, si on prend par exemple le cas d'un logiciel, les revenus qui seront éligibles, ce sont les revenus de propriété intellectuelle et donc de concession de licence. Ce qu'on a observé en pratique, c'est un retour d'expérience qu'on a très vite pu avoir, c'est qu'en fait, dans les faits, une entreprise qui, bien sûr, concède des licences à l'utilisateur sur son logiciel ou qui concède des licences sur son brevet, va aussi fournir d'autres prestations qui pourront être, par exemple, des prestations de consulting, d'assistance, de support, de maintenance dans le cas du logiciel également. Et toutes ces prestations, en fait, si vous voulez, qui gravitent autour de ce droit de concession de licence, ne vont pas être éligibles pour l'IP Box. Donc, en fait, si vous voulez, le travail de consultation et de conseil que l'on opère, c'est de venir ventiler les revenus et de mettre d'un côté les revenus qui sont éligibles, donc ces revenus de cession ou de concession de licence, et de retrancher des revenus de l'assiette des revenus éligibles pour ce taux de 10%, tous les revenus qui ne seront pas éligibles. Et sur ce point, l'instruction fiscale que mentionnait Philippe tout à l'heure, donc qui nous explique un petit peu plus comment mettre en œuvre le dispositif, nous explique que si on se retrouve dans la situation où on a un contrat, donc une entreprise a vraiment contracté avec un utilisateur afin de concéder son logiciel en licence, mais qu'elle prévoit aussi d'autres prestations tarifées et qu'il y a un prix global pour l'ensemble, qu'on n'est pas capable, en fait, si vous voulez, d'identifier quelle prestation est afférente à quel prix. On pourra utiliser des clés de répartition pour venir ventiler en fait ces prestations et pour pouvoir déclarer l'IP Box comme il se doit.
Alors on a parlé des revenus. Maintenant, on va regarder un petit peu les catégories de dépenses de R&D, puisque on l'a indiqué tout à l'heure, hein, l'approche Nexus mise en place par l'OCDE, ou en tout cas préconisée par l'OCDE, vise à corréler les dépenses de R&D, ou en tout cas un certain nombre de dépenses en lien avec la R&D, avec l'avantage fiscal. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que on va catégoriser les dépenses de R&D en lien avec la création des actifs, hein, donc actif par actif. Pour un COV ou pour un brevet ou pour un logiciel, on va regarder les dépenses en lien avec, depuis l'origine de la création de ces actifs, en lien avec cet actif. Et on va les catégoriser en deux grandes familles. Les bonnes dépenses et les mauvaises dépenses, hein. C'est un peu manichéen, mais bon, c'est une vision peut-être simpliste, mais en tout cas qui fonctionne pas mal. Alors, côté bonnes dépenses de R&D, ou en tout cas qu'on va appeler bonnes dépenses de R&D au sens de l'OCDE, c'est les dépenses qui vont être exposées par le contribuable, donc par la société en tant que telle, sur le territoire national, par des entreprises liées au sein d'intégration fiscale, donc ça c'est un cas un peu particulier, hein, j'y reviendrai juste après, ou exposées par des entreprises non liées. Donc là, c'est le côté, une société a le droit de faire de la sous-traitance également. Et on considère que c'est pas une mauvaise dépense dès lors qu'il n'y a pas de lien entre les deux sociétés. On est dans de la sous-traitance pure, et qu'elle soit sur le territoire national d'ailleurs ou pas. Ce qui élargit quand même le champ des possibles. Donc ça va être considéré comme les bonnes dépenses de R&D. Donc toutes les dépenses internes et les dépenses exposées auprès d'entreprises non liées. Les mauvaises dépenses de R&D sont celles donc, qui vont être exposées auprès d'entreprises liées hors périmètre de l'intégration fiscale. Donc là, sont typiquement visées tout de suite dans le collimateur, en fait la sous-traitance auprès de filiales à l'étranger, puisque vous ne pouvez pas avoir d'intégration fiscale avec des filiales à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment typiquement la dépense, la mauvaise dépense visée. Et l'autre grande mauvaise dépense, mais ça paraît tout à fait logique, ça va être tout ce qui va relever de l'acquisition de propriété intellectuelle. Donc là, ce que disait un petit peu Pauline tout à l'heure, il n'est pas question de pouvoir bénéficier, de faire bénéficier aux entreprises qui font de l'achat-revente de portefeuilles de propriété intellectuelle ou juste de l'achat de propriété intellectuelle et de l'exploitation de cette propriété intellectuelle un quelconque bénéfice fiscal, puisque ces entreprises n'ont même pas pris ont pas investi en R&D, n'ont pas pris de risque sur la partie R&D, n'ont fait que de l'achat-revente, voire même un petit peu de la spéculation sur de la propriété intellectuelle. Donc dès lors qu'on a classé, on va dire, ces deux grandes catégories, qu'est-ce qu'on va retrouver comme dépenses de R&D? Alors là, il y a des choses qui vont parler aux gens qui sont familiers au crédit d'impôt recherche et en même temps qui vont leur appeler certaines réflexions. Parce que vous allez voir, il y a des choses qui sont proches des dépenses et de la façon dont on calcule les dépenses de crédit d'impôt recherche, mais pas que. Ça aurait été trop simple de dire, on prend exactement l'assiette de dépenses du crédit d'impôt recherche calculée dans le cadre du crédit d'impôt recherche qu'on vient coller à un actif. Ça aurait été un petit peu trop simple. Donc les grandes catégories de dépenses de R&D, on va retrouver les dépenses de personnel de recherche, donc salaire brut chargé au prorata du temps passé sur les projets en lien avec les actifs. Donc ça parle à ceux qui font du CIR. L'externalisation de la R&D, donc tout ce qui est sous-traitance de R&D. Sachant que là, par contre, différence avec le CIR, on n'a pas de notion d'agrément. Hein, on va reprendre vraiment toute l'externalisation de la R&D, après à catégoriser en fonction du lien de dépendance. Et particularité du dispositif, on va rentrer dans le détail via des frais de fonctionnement au réel. Vous savez que sur le CIR ou le C2I, on est sur des frais de fonctionnement au forfait. Là, on est sur du frais de fonctionnement au réel. Donc, il nous est demandé de recalculer le coût des matières premières, du consommable utilisé pour les activités de R&D,
Ça peut être de la licence logicielle, du pur consommable, certaines matières premières pour les essais. Voilà, il faut arriver à rentrer dans le détail, récupérer ces informations, et on n'est pas au forfait malheureusement. Alors je vous rassure, hein, on n'en est pas quand même à aller récupérer des frais de fonctionnement réels du type loyer, ou alors électricité, fluide type eau, etc. On ne va pas rentrer dans ce niveau-là non plus de détail. On va reprendre toutes les dépenses d'acquisition de propriété intellectuelle, ça on l'a dit précédemment. Éventuellement les redevances de concession, si on est le cas dans la sous-concession, hein, si on fait un parallèle avec par exemple un parallèle avec de l'immobilier, hein, vous avez un appartement, vous le vendez, c'est de la cession, vous le mettez en location, c'est de la concession, vous êtes locataire de l'appartement et vous le sous-louez, c'est de la sous-concession. Donc vous payez vous-même votre loyer et vous percevez un revenu, et donc il faut déduire du dispositif le loyer entre guillemets que vous payez. On va également incorporer dans les frais de dépenses de R&D la prise et la maintenance des titres de pays, donc ça, que ce soit sur la partie brevet ou COV, ou même des dépôts APP pour le logiciel, et des dépenses de matériel, donc de l'acquisition de matériel affecté directement ou indirectement à de la R&D, via les dotations aux amortissements ou les frais d'acquisition directement pour l'année concernée. Sont exclus, ce que je disais un petit peu, les frais généraux, les coûts afférents au terrain bâtiment, les frais et charges relatifs aux emprunts, les frais de défense de propriété intellectuelle, enfin des droits de propriété intellectuelle, hein, contrairement sur la partie CIR, la normalisation, de la veille technologique et la cession d'actifs incorporels éligibles au 238. Donc voilà, on a cette liste, mais néanmoins, on n'a pas le même retour d'expérience que sur la partie crédit d'impôt recherche, et on n'a pas l'abondement de jurisprudence. Donc, pour le moment, sur la méthodologie de calcul, on est très proche de ce qu'on fait sur le calcul, notamment typiquement des frais de personnel sur le CIR, parce qu'on a des renvois directs entre l'instruction fiscale du BOFIP du 238 vers l'instruction fiscale qui donne notamment les définitions de la R&D dans le 244 quater B qui régit le crédit d'impôt recherche. Alors, on a catégorisé, on vous a parlé de revenus, une partie de revenus éligibles. On vous a parlé ensuite de catégorisation de dépenses de R&D, les bonnes et les mauvaises dépenses de R&D. On est un petit peu rentré dans le détail de qu'est-ce qu'on mettait dans ces dépenses de R&D. Maintenant, ce qui va être intéressant et ce qui va vous intéresser, c'est le détail du calcul de l'avantage. Et là, il faut s'accrocher un tout petit peu. Ça peut paraître complexe de prime abord. Il faut redécouper ce calcul. Vous allez voir, ça se fait en 3 étapes. Et si on redécoupe étape par étape, en fait, c'est plus simple qu'il n'y paraît de prime abord. La première étape du calcul, c'est de calculer un résultat net sur un exercice fiscal. Vous avez votre exercice fiscal sur lequel vous allez calculer vos revenus éligibles. Donc là, c'est le détail qu'indiquait Pauline tout à l'heure. Hein. On va catégoriser les dépenses de revenus, on va retravailler votre assiette de revenus et on ne va reprendre que les revenus donc, de cession, concession, sous-concession d'actifs de propriété intellectuelle. Hein. Donc on va avoir cette assiette de revenus sur l'exercice par actif. On va mettre en face de ces revenus des dépenses de R&D, donc l'ensemble des dépenses de R&D sur l'exercice fiscal toujours en lien avec cet actif. Donc vous avez votre brevet A, vous avez par exemple 500 000 € de revenus éligibles, voilà, 1 million d'euros de revenus sur votre brevet A, on en détermine qu'on a 50% de ces revenus qui sont bien de la concession de licence, donc on va se retrouver avec 500 000 € de revenus sur l'exercice qu'on va intégrer, et
on aura calculé, par exemple, sur cet exercice en lien avec ce brevet A, 100 000 € de dépenses de R&D sur l'exercice, donc du frais de personnel, du frais de matériel, un petit peu de sous-traitance, etc. Donc la première étape du calcul, on va se retrouver avec un résultat net de 500 moins 100, 400 000 € sur l'exercice. Intervient la seconde étape de corrélation entre la R&D, qui est à l'origine de la R&D, quelle est l'origine de la R&D et l'avantage fiscal. Donc dans cette étape, on va calculer ce fameux ratio Nexus. Donc ce ratio Nexus est composé de deux éléments. Au numérateur de l'ensemble des dépenses, des bonnes dépenses de R&D depuis l'origine des travaux sur l'actif. Donc c'est ce qu'on disait, donc les dépenses internes, la sous-traitance non liée, les frais de matériel interne, etc. Donc sur toutes les années de travail en lien avec cet actif, donc vous avez toujours votre brevet A. Sur ce brevet A, les travaux ont commencé il y a 3 ans, donc vous allez prendre par exemple les dépenses de R&D sur les exercices 2020, 2019 et 2018 au numérateur. Au dénominateur du ratio, vous allez reprendre ces mêmes dépenses, donc ces bonnes dépenses, que vous allez abonder des mauvaises dépenses, en fait. Et ce sont ces mauvaises dépenses qui, vous le voyez tout de suite, vont venir gonfler le dénominateur de votre ratio, et en gonflant ce dénominateur, vont réduire mécaniquement, potentiellement, l'avantage fiscal. Alors là, deux cas de figure. Soit vous avez des mauvaises dépenses, auquel cas vous l'intégrez à votre ratio, soit vous êtes dans un cas qui arrive quand même relativement fréquemment, où vous n'avez pas fait appel à de la sous-traitance libre, puisque vous n'avez pas de filiale à l'étranger, et vous n'avez pas acheté ou acquis de la propriété intellectuelle auprès d'une entreprise tierce. Auquel cas, dans ce cas-là, vous allez vous retrouver avec les mêmes dépenses au numérateur et au dénominateur. Vous allez vous retrouver avec, si vous avez par exemple 100 000 €, on était sur un cas de 100 000 € de frais de R&D sur la première étape. Admettons que vous ayez eu des frais de R&D récurrents de 100 000 € tous les ans, vous allez vous retrouver avec 3 fois 100 000 € au numérateur et 3 fois 100 000 € au dénominateur de votre ratio Nexus. Donc votre ratio Nexus, il va être de 1. Vous avez une petite bonification au numérateur de 130% qui vous permet de gommer certaines mauvaises dépenses, ce qui fait que vous avez quand même la possibilité de faire appel à un petit peu de sous-traitance liés hors périmètre d'intégration fiscale typiquement. Donc cas de figure simple, vous êtes avec votre ratio Nexus de 1, vous corrélez votre résultat net, donc dans l'exemple précédemment indiqué 400 000 € fois 1, votre résultat net taxé à 10% sera de 400 000 €. Alors, et donc là, vous voyez tout de suite l'avantage fiscal qui peut en être fait, puisque vous allez non plus avoir 400 000 € taxés à 28%, ce qui représente 28, 56, 112 000 € d'impôts, mais 400 000 € taxés à 10%, 40 000 € d'impôts. Vous allez avoir 72 000 € d'économie d'impôts sur cet exercice, puisque vous allez diminuer la taxation sur un certain nombre de revenus. Donc ça, c'est le calcul, on va dire, brutal du ratio Nexus. Un point important, je vous parlais qu'on reprenait l'ensemble des dépenses de R&D au numérateur et au dénominateur depuis l'origine des travaux en lien avec la création de l'actif. Alors là, vous allez me dire catastrophe. Moi, mes travaux, ils ont démarré, parce que c'est déjà le cas, ça nous est arrivé par retour d'expérience, mes travaux ont démarré en 1995 sur tel logiciel, sur telle variété, sur tel brevet. Donc j'ai 25 années de frais de R&D. Je ne peux pas, c'est impossible que je fasse de l'archéologie et que je remonte à 25 ans dans le temps pour détailler mes dépenses de R&D. Alors, c'est là qu'intervient un mécanisme un petit peu particulier. Donc le législateur, forcément, se doutait bien que, et il était quand même compliqué de demander aux entreprises de se mettre en conformité en 2019 et de leur demander de recalculer, de recapturer des dépenses de R&D sur
5, 10, 15, 20 ans, ça aurait été très compliqué, d'autant plus que le dispositif fiscal n'existait pas. Donc, le législateur a mis en place un régime de faveur, un régime dit transitoire, qui permet, dans le cadre de ce régime transitoire, par dérogation, de ne tenir compte au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs que de celles réalisées sur les 3 derniers exercices. Donc pour la première année de levée d'options, donc qui a eu lieu sur l'exercice fiscal 2019, ce régime ne permettait entre guillemets de ne remonter qu'à l'exercice 2017, 2018 et 2019. Pour les déclarations qui ont lieu cette année, en 2020, on peut ne remonter que sur les exercices 2018, 2019, 2020, toutes les dépenses antérieures n'étant dès lors plus prises en compte dans le calcul. Néanmoins, à partir du régime normal, donc post-2020, la date de démarrage de recapture des frais de R&D sera bien l'exercice 2019. Donc si une entreprise décide de lever l'option pour un actif sur l'exercice 2025, il faudra que cette société recapture toutes les dépenses de R&D depuis l'année 2019. Donc ça, c'est important d'avoir au moins en tête l'existence de dispositifs pour pouvoir, dans sa stratégie de propriété intellectuelle et de valorisation de sa propriété intellectuelle, l'anticiper et de commencer à bien tracer ses dépenses de R&D, même si, encore une fois, le crédit d'impôt recherche et la structuration, notamment méthodologique autour du calcul du crédit d'impôt recherche, fait que les entreprises sont bien souvent pas trop mal structurées à ce niveau-là. Pauline, je te laisse présenter l'exemple. Oui, merci Philippe. C'est vrai que comme Philippe l'a souligné, en fait, il est important, on vous le présente ce dispositif parce que c'est important de pouvoir se structurer en tant qu'entreprise, puisque comme on vous l'a dit, en fait, le dispositif est assez récent. Il y a quand même pas de jurisprudence, en fait, c'est même pas peu, j'allais dire, mais pas de jurisprudence sur le sujet. Donc en fait, on est encore un petit peu en chantier. On voulait aujourd'hui vous prendre un exemple pour vous montrer un petit peu un cas pratique sur une levée d'options qui serait ouverte aux contribuables. Si on prend l'exemple d'une société, une société A, qui détient des certificats d'obtention végétale. Elle détient un nombre certain de certificats d'obtention végétale. Sur ces certificats, elle génère des revenus de concession, de licence, puisqu'elle a donné en licence ces certificats. Le problème, en fait, c'est que dans les faits, et c'est souvent le cas, on a un retour d'expérience sur ce point, c'est que l'entreprise n'est pas capable d'avoir un suivi des dépenses détaillé, le suivi des dépenses, comme Philippe l'a expliqué, sur des catégories de dépenses en lien avec le développement de ces certificats. Donc, il faut vraiment être capable de retracer le suivi des dépenses qui a abouti au certificat A versus le certificat D. Et si l'entreprise, en fait, n'a pas de suivi de dépenses de R&D par certificat, on peut rencontrer un problème, puisque comme on vous l'a expliqué, on lève l'option actif par actif. Ce qui veut dire que sur la partie revenu, on va vraiment délimiter un périmètre qui va se limiter au certificat A, au certificat B, au certificat C, etc. Mais la deuxième partie du dispositif, ce fameux ratio Nexus rapport d'assujettissement qu'on doit calculer, commande en fait de recapturer les dépenses qui sont en lien avec chaque actif faisant l'objet de la levée d'option. Et donc, quand on se retrouve dans cette situation, l'instruction fiscale, qui vient interpréter un petit peu la loi, nous donne quelques pistes de réflexion pour pouvoir en fait bénéficier du régime, quand bien même on n'aurait pas de suivi de dépenses détaillé par actif. Donc ça peut être, là je vous ai donné l'exemple des certificats d'obtention végétale, mais ce serait la même chose avec des brevets, ça arrive d'ailleurs souvent en pratique également, ou alors des logiciels. Ce qu'on peut faire, une des solutions qui peut être apportée en fait, c'est de pouvoir regrouper ces certificats selon une certaine nomenclature. Par exemple, dans le cas des certificats d'obtention végétale, on pourrait penser à regrouper les certificats par espèce. Donc, par exemple, si cette entreprise intervient dans plusieurs domaines que sont le blé, le maïs et le colza, si elle intervient vraiment dans plusieurs domaines, on pourrait penser à regrouper ces certificats de manière à permettre à lever l'option et surtout à pouvoir permettre un suivi des dépenses qui collerait avec cette espèce, ce groupe d'espèces. Donc ça, c'est une possibilité qui est offerte, mais
Mais après, l'important, en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant, se structurer, parce qu'en fait, ce qui va se passer dans cette situation, c'est que bon, l'instruction fiscale nous dit très bien, vous pouvez grouper vos certificats et de cette manière lever l'option et apporter un suivi des dépenses qui soit assez carré. Le problème, c'est qu'en fait, il y a aussi, comme disait Philippe, un avantage à la clé. C'est-à-dire qu'on va déterminer une assiette imposable qui sera éligible au taux de 10% en lieu et place du taux de droit commun de l'IS. Et le problème, c'est qu'en fait, on va gonfler l'assiette des dépenses en regroupant dans le même temps. C'est-à-dire que si au départ, on est dans la situation où on prend un certificat, les revenus qui en découlent, puis les dépenses qui sont à l'origine uniquement de ce certificat, on aurait une assiette de dépenses qui serait assez limitée. Quand on commence à regrouper les certificats en fait par espèce, on va bien sûr gonfler les revenus puisqu'on va regrouper les revenus de chaque certificat, mais on va surtout de manière exponentielle gonfler l'assiette des dépenses puisque on le sait en pratique, il est assez difficile parfois au sein d'une même espèce avec les certificats de pouvoir identifier les dépenses qui sont bien en lien avec cette espèce en particulier ou une autre espèce. Donc voilà, donc cette slide, elle est vraiment là pour vous montrer un exemple, mais aussi mettre en garde sur le côté structuration en amont, de pouvoir discuter du dispositif, étudier en fait au cas par cas selon l'entreprise et selon sa structuration, comment on peut instaurer l'IP Box. Voilà, donc il n'y a rien d'impossible, mais c'est vrai que c'est bien de garder ça à l'esprit avant de procéder. Et pour clôturer, du coup, on voulait quand même parler de 2 points qui sont peut-être pas les points les plus rigolos, si j'ose dire. Ce sont 2 points. La première, c'est la partie déclarative, puisqu'en fait, comme on vous l'a dit, on est sur un régime sur option, donc on doit vraiment se prononcer. L'entreprise a la liberté totale de lever l'option ou non pour le dispositif, ce qui veut dire que si elle décide de lever l'option, il va falloir matérialiser cette levée d'option. Il va falloir le signifier à l'administration. Et en fait, très simplement, ça se matérialise par le dépôt d'une annexe qui va être jointe à votre liasse fiscale, mais qui va quand même devoir être détaillée. Elle va devoir lister les actifs pour lesquels vous levez l'option et également le résultat net qui est calculé pour chaque actif et le ratio Nexus qui s'ensuit. Donc on a quand même une procédure qui est assez spécifique sur l'IP Box, où on ne doit surtout pas oublier, c'est très important, de joindre cette annexe à l'alias fiscal au moment du dépôt de l'alias fiscal. Et également, un autre point important qui rejoint celui-là, c'est qu'on ne peut pas lever l'option de manière rétroactive, contrairement, par exemple, au crédit impôt recherche, où il est possible en fait d'opérer des rectificatives pour bénéficier sur un exercice donné du crédit d'impôt. Pour l'IP Box, il s'agit vraiment de pouvoir déclarer en temps et en heure et du coup de se structurer et de travailler en amont quelques mois avant le dépôt de l'alias fiscal. Et pour conclure, ce que vous voyez sur la droite, c'est une documentation justificative. Là, on est vraiment sur une démarche qui est similaire à celle du crédit impôt recherche, où le contribuable est tenu de garder à la disposition de l'administration cette documentation qui permet en fait, si vous voulez, de justifier tous les choix qui ont été faits. On parlait tout à l'heure de la sélection des revenus éligibles, de la ventilation avec les revenus qui étaient exclus. On parlait aussi de la recapture des dépenses, celle qui a trait au développement d'un actif ou de plusieurs actifs. Donc c'est très important en fait d'avoir cette documentation qui est exigée d'ailleurs par la loi, par le livre de procédure fiscale, pour pouvoir bénéficier du régime. Voilà. Alors, en conclusion, comment se passe une mission IP Box en règle générale et comment en tout cas ça se concrétise? Et si on regarde un petit peu un rétro-planning, la première étape, ça va être de cartographier, une fois qu'on aura bien entendu déjà levé les principaux verrous que sont est-ce que la société est bien bénéficiaire, est-ce qu'elle détient de la propriété intellectuelle en France et est-ce qu'elle génère des revenus. On va cartographier un petit peu les actifs de propriété intellectuelle de la société. On va regarder les actifs pour lesquels on a un certain niveau de maturité suffisant, puisque, encore une fois, pour rappel, la première étape du calcul, on est sur un exercice fiscal, on est sur les revenus moins les dépenses de R&D. Donc si vous êtes sur un actif, par exemple un logiciel ou un brevet sur lequel vous n'avez pas encore un niveau de maturité important, vous venez juste de démarrer la vente, ou en tout cas la concession de licence sur cet actif, vous générez vos premiers revenus mais vous avez encore beaucoup de dépenses de R&D, vous allez être déficitaire sur cet exercice-là. Donc dépenses de R&D supérieures aux revenus. Donc il n'y a pas d'intérêt
à lever l'option sur cette année-là. L'option ne devient intéressante qu'à partir du moment où les revenus sont supérieurs aux dépenses de R&D sur l'exercice. Ça, c'est assez simple. Donc, on va cartographier un petit peu ces actifs de propriété intellectuelle. On va regarder donc les dépenses, les revenus, faire une première modélisation, inclure une projection du chiffre d'affaires potentiel à la fin de l'exercice, hein, puisqu'on se place en amont de la clôture. Et une fois qu'on a modélisé un petit peu tout ça, on va et qu'on détermine qu'il y a un intérêt à aller plus loin, on va calculer le résultat net, le ratio Nexus actif par actif, déterminer le calcul de l'imposition à taux réduit de 10%, et bien entendu documenter l'ensemble du périmètre retenu et répondre à toutes les questions auprès de l'administration fiscale. Je vous indiquais en tout début, on est amené régulièrement à interroger l'administration fiscale par le biais de rescrits de fait ou un peu plus large. Donc ça sont des étapes également qui sont incluses typiquement dans la mission dès lors que pour le moment on n'a pas de jurisprudence sur le dispositif. En termes de prescription fiscale, on est sur des dispositifs classiques, hein, donc 3 années de prescription. Donc ce qu'il faut retenir du dispositif, c'est que c'est un dispositif qui peut être très généreux dans certains cas, avec néanmoins un certain nombre de barrières à l'entrée. Première barrière, il faut que la société soit bénéficiaire, puisqu'on est sur une imposition à taux réduit des revenus issus de la propriété intellectuelle. Deuxième barrière, il faut que ces revenus en lien avec cette propriété intellectuelle ne soient pas des revenus de produits. Quand je dis des revenus de produits, c'est-à-dire que on peut avoir dans sa stratégie de propriété intellectuelle uniquement le fait de déposer des brevets pour pouvoir se défendre de contrefaçon, protéger sa technologie. L'essentiel du chiffre d'affaires étant ensuite généré par la vente du produit fini. Dès lors que vous êtes sur ce schéma-là, on ne pourra pas reprendre cette partie du chiffre d'affaires dans les revenus. On est vraiment sur des revenus de concession ou de cession de licence. Point néanmoins intéressant, cette concession de licence peut fonctionner en intragroupe. C'est-à-dire que si vous avez un groupe sur lequel vous avez une entité juridique qui fait la R&D, produit la R&D et concède l'exploitation de la R&D à l'autre entité du groupe qui, elle, va produire et vendre. Donc, vous allez avoir un flux de royalties en intragroupe. C'est sur des choses sur lesquelles on pourra générer ou travailler sur de l'IP-Box. Donc ça fait partie des premières barrières à l'entrée. Donc une fois qu'on a levé ces barrières, on va pouvoir corréler cet avantage fiscal via l'approche Nexus aux travaux de R&D. Donc seconde barrière importante, il faut avoir fait des travaux de R&D en lien avec ces actifs-là. Et quand on parle de travaux de R&D, pour l'instant, on est sur une approche très CIR de la définition de la R&D. Donc on est sur vraiment de la levée d'incertitudes techniques, de la rupture avec l'état de l'art, et malheureusement on a une approche assez restrictive de l'administration fiscale pour l'instant, encore une fois en l'absence de jurisprudence, qui va exclure typiquement la R&D au sens de l'innovation. À notre sens, c'est un petit peu c'est un biais de lecture qui va être corrigé dans les années futures, mais tant qu'on n'a pas eu de contentieux sur le sujet, c'est compliqué et on préfère vous donner l'information telle qu'elle est à notre disposition aujourd'hui. Et enfin, une fois qu'on a mis en œuvre cette approche Nexus, on va avoir un régime fiscal optionnel. Donc on est sur un régime déclaratif, donc on déclare un montant, à charge à l'entreprise de justifier ce montant de déclaration par un dossier justificatif le plus conséquent possible, et on va lever l'option actif par actif dès lors que c'est intéressant pour l'actif concerné. Voilà à peu près le mécanisme de l'IP-Box à la française. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un mécanisme qui peut être extrêmement généreux dans certains cas, et on l'a constaté chez un certain nombre de sociétés dont le business model
et de faire de la R&D et de vendre des concessions de licences. C'est le cas également chez les éditeurs de logiciels, où le business model d'un éditeur de logiciels, c'est de vendre de la licence d'exploitation de ces solutions. On se retrouve dans des cas de figure où l'intégralité de l'assiette imposable va passer du taux normal de 28% à 10%. Donc là, vous voyez les effets de seuil, les leviers qui peuvent être très importants. Bon, pour les entreprises qui ont un business model un peu plus classique, on ne reprendra qu'une partie des revenus à un taux de 10%, mais ça reste quand même des choses intéressantes. Et tout dernier point, je vous parlais de l'imbrication IP-Box CIR. Là-dessus, pas d'inquiétude, puisque l'IP-Box va travailler, on va travailler sur le taux d'imposition qui va nous permettre de calculer le nouvel IS, et le crédit d'impôt recherche lui arrivera après coup sur ce nouveau taux d'IS, et comme on est sur un crédit d'impôt, même si le CIR est supérieur au montant d'imposition, vous avez un reliquat qui représente une créance par rapport à l'administration. Voilà pour les grandes lignes du dispositif. J'espère qu'on a été assez clair. On va essayer de répondre aux quelques questions qu'on a pu, qu'il y a eu dans le chat. Alors, il y a une première question à laquelle j'avais répondu à l'écrit sur la partie justification et notamment est-ce qu'il fallait faire un dossier actif par actif de propriété intellectuelle. Alors, l'idée est qu'on peut ne faire qu'un seul dossier justificatif. Ce qu'il faut, c'est avoir un dossier justificatif exercice fiscal par exercice fiscal dans lequel est détaillé l'ensemble des calculs et l'ensemble des arbitrages qui ont été faits actif par actif ou classe d'actifs par classe d'actifs, si on ne peut pas justifier d'un suivi précis des dépenses et des revenus actif par actif. Donc ça, c'est le premier point. Encore une fois, pour éviter toute problématique et débat avec l'administration, plus le dossier est étayé, plus vous avez de justificatifs à fournir à l'administration, mieux c'est. C'est un petit peu comme ce qu'on vit actuellement avec les attestations de déplacement. On a certaines autorisations existantes. Néanmoins, en cas de contrôle, il vaut mieux avoir des justificatifs et le maximum de justificatifs à disposition pour éviter tout débat stérile et contentieux potentiel derrière. Je vois une autre question, je vais vous la lire à tous. Est-ce que si l'entreprise exploite directement une création variétante protégée sans la céder à un tiers pour exploitation, est-ce qu'elle peut utiliser l'option IP-Box? Alors, sur la partie COV, on a constaté un certain nombre de alors c'est pas des difficultés, mais certains cas un peu plus compliqués. Alors je vais essayer de bien comprendre la question. Alors donc l'entreprise est à l'origine de la création. Elle exploite. Alors si c'est de l'exploitation dans le but de vendre le produit fini, typiquement si l'entreprise par exemple vend une semence directement à un utilisateur, il faut voir un petit peu potentiellement, enfin il faut qu'on s'assure dans la partie contractuelle qu'on a quand même une cession des droits. Si ce n'est qu'une pure vente du produit, voilà, c'est ce que j'indiquais, hein. Si c'est uniquement vendre une semence finie, alors c'est un petit peu le même principe que un industriel qui va se protéger avec des brevets, se protéger de la contrefaçon. Dans ces cas-là, malheureusement, on ne pourra pas reprendre ces revenus-là au titre de l'IP-Box puisqu'on n'est pas sur de la concession de droit, on est sur de la vente d'un produit protégé. C'est ça un petit peu la particularité. En revanche, si l'entreprise concède un droit de licence à une autre société, hein, donc elle détient des droits et elle va concéder un droit de licence à une autre société, même par exemple au sein d'un même groupe, qui elle va vendre un produit fini et remonter un certain nombre de royalties à la société qui détient la propriété intellectuelle, on va pouvoir travailler sur ces royalties. C'est vraiment une particularité, hein. Il existe un certain nombre de pays
notamment la Belgique, qui inclut ce qu'on appelle une redevance notionnelle, c'est-à-dire que on va pouvoir recapturer un pourcentage du chiffre d'affaires généré par la vente de produits protégés au titre de la patent box. C'est pas le choix qui a été fait pour le moment par le législateur en France. C'est sur des choses sur lesquelles on va essayer, nous, d'apporter des éléments auprès du législateur pour potentiellement faire modifier ou améliorer le texte par la suite, mais pour le moment, c'est pas une faculté qui est prévue par le texte. Je ne sais pas si Pauline, tu veux rajouter un point. Non, c'était parfait, non. C'était parfait. Merci. Donc voilà en tout cas pour nous au niveau de notre présentation. Vous retrouverez nos coordonnées si vous avez des questions particulières. Alors, on peut échanger quelques minutes si vous avez d'autres questions, mais si par la suite, puisqu'il faut quand même laisser un petit peu le temps de mûrir ce dispositif, oui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées, on se fera un plaisir d'y répondre. Mais voilà pour les grandes lignes de ce dispositif qui encore une fois est assez récent, sur lequel on commence à avoir un retour d'expérience, mais un retour d'expérience que somme toute assez limité jusqu'à présent. Oui, bah merci Pauline, merci Philippe pour cette présentation. Par rapport aux questions, on va prendre de toute façon le temps là, de la présentation de Viviane, donc ça laissera aussi le temps aux participants éventuellement de mûrir leurs questions d'ici la fin du webinaire. Donc ce que je propose là, c'est que Viviane, tu puisses réaliser ta présentation. Tu veux que je présente tes slides ou tu veux que je te donne la main? Non, je veux bien que tu me donnes la main, merci. D'accord, alors je fais ça. Voilà, c'est parti. Super, merci. Voilà, vous voyez bien ma présentation du coup? C'est parfait, Viviane. Super. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Viviane Kerlidou du Technocampus Alimentation. Donc, moi, je vais poursuivre et conclure ce webinaire en vous parlant de quelques dispositifs de cofinancement de l'innovation et de la R&D, donc qui interviennent nettement en amont, bien entendu, de l'outil fiscal qui vous a été présenté, mais ça ne nous semblait pas inintéressant de vous faire quelques petits rappels sur ce que propose notamment la région Pays de la Loire en termes d'accompagnement des industriels régionaux. Alors, juste pour info, donc au niveau du Technocampus, on est vraiment là pour vous accompagner dans tous vos projets d'innovation, de R&D. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter quand vous avez un besoin. Et pour tout caractère collaboratif, évidemment, on passe le relais au pôle de compétitivité et notamment à VG Police Vallée. Les dispositifs que je vais vous présenter sont bien entendu non exhaustifs et sont une sélection de ce que peut proposer la région des Pays de la Loire. Vous retrouverez sur le site internet du Conseil régional l'exhaustivité de tous les dispositifs avec le détail et les bons contacts. Donc, je vous invite à consulter ce site. Il est très bien fait. Il existe des dispositifs sous la forme de subventions, d'avances remboursables, de prêts, de garanties, etc., etc. On a souhaité, nous, pour clore ce webinaire, vous présenter une sélection qui soit plutôt sous forme de subvention, mais il en existe bien d'autres. Et voilà, si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas par la suite à nous recontacter en direct. Donc, je vais commencer ma présentation par un dispositif qui est vraiment fait pour mettre le pied à l'étrier, en fait, des porteurs de projets et des très petites entreprises dans leur process d'innovation. Il faut savoir que l'intérêt de ce dispositif, c'est que c'est le seul qui soit accessible en création d'entreprise pour accompagner un projet d'innovation, donc accessible aux porteurs de projets, donc personnes physiques. Ce dispositif, en fait, permet d'accompagner une prestation d'un tiers privé pour accompagner une innovation produit, service, process, modèle économique, usage. C'est très, très large. C'est un dispositif qui est rapidement mobilisable avec un dossier qui est somme toute relativement court
à monter, qui permet d'accompagner une prestation donc jusqu'à un montant de 10 000 € hors taxe avec un taux de subvention de 70% maximum. Donc, c'est un des dispositifs à l'heure actuelle qui est vraiment le plus incitatif en termes de taux d'aide. Pour poursuivre, vous avez également accès à un appel à innovation qui s'appelle Résolution, qui existe pour la majorité des filières industrielles. Il y en a un spécifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire du futur, qui est ouvert généralement chaque année de décembre à février, qui, et ça c'est très intéressant, est ouvert à toute typologie d'entreprise, dont les groupes industriels, et qui est un accompagnement en fait d'une prestation par un solutionneur pour résoudre une problématique d'un industriel lié à une innovation. Donc, la région Pays de la Loire octroie en fait une subvention de 20 000 € au prestataire qui va intervenir pour résoudre la problématique de l'entreprise. Donc là encore, je vous ai mis les références pour retrouver l'ensemble des informations sur ce dispositif. Troisième dispositif, c'est Pays de la Loire Accès Innovation. Donc, c'est un dispositif d'accompagnement de l'innovation qui est proposé par la région des Pays de la Loire et opéré par BPI France. Vous avez les contacts sur la slide et ça permet d'accompagner des études de faisabilité, du développement expérimental, du prototypage, de la validation technico-économique, etc., etc. Et donc là, le financement est un peu plus élevé puisque ça permet de financer un projet innovant jusqu'à 50% des dépenses éligibles avec une aide qui est plafonnée à 50 000 €. Voilà, donc on augmente à chaque fois dans les dispositifs que je vous présente. Et enfin, je terminerai par l'appel à projet R&D collaborative des Pays de la Loire qui est opéré par les pôles de compétitivité. Donc là, si vous voulez vraiment avoir le détail de ce dispositif, je vous invite à contacter en direct VG Police Vallée. Là, c'est un accompagnement qui est accessible pour des projets collaboratifs. Collaboratif, c'est au moins 3 partenaires, 2 entreprises dont une PME et un laboratoire de recherche académique. Donc ça, c'est un minimum. C'est valable pour des projets d'une durée maximale de 2 ans et d'un budget global d'1 million d'euros. Et la région accompagne les entreprises et le partenaire de recherche académique, soit en mix subvention, avance remboursable, enfin prêt à taux zéro en l'occurrence, excusez-moi, si l'entreprise a déjà bénéficié de financement dans le cadre d'un appel à projet collaboratif ou si l'entreprise n'a jamais bénéficié de financement en subvention pure. Et les dépenses additionnelles des labos de recherche sont prises en charge à 100% par la région. Il existe également tout un panel de dispositifs pour accompagner les investissements des entreprises régionales. Je vous en ai cité quelques-uns, dont des qui sont vraiment spécifiques au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il existe aussi de nombreuses aides du Conseil régional pour développer l'export et l'implantation des entreprises à l'international. Ce n'était pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais je vous invite vivement à aller voir sur le site de la région des Pays de la Loire l'ensemble de ces dispositifs et à reprendre contact avec nous si vous voulez en savoir plus. Voilà, je vous en ai cité quelques-uns, au moins pour info sur cette slide-là. Et puis, je conclurai ma présentation en vous parlant des prochains événements que nous organisons. Tout d'abord, un webinaire qui vous est proposé par VG Police Vallée sur la thématique des contaminants. L'objectif étant de réduire le risque grâce à une gestion intégrée et durable de la production de matières premières végétales aux produits dérivés pour l'obtention d'aliments de qualité. Donc, ce webinaire sera organisé le 20 mai matin et vous retrouvez l'ensemble du programme détaillé et les liens d'inscription sur le site de VG Police Vallée. Second webinaire qui vous est proposé le 27 mai de 9 h à midi par le Technocampus Alimentation et le CTCPA et qui portera sur la conception hygiénique des équipements avec un focus sur l'impact environnemental. Alors, ce webinaire pourrait, sous réserve, être organisé en présentiel, mais bon, compte tenu du contexte actuel, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus.
En juin, on vous donne rendez-vous le premier matin pour un webinaire qui vous sera proposé par le Technocampus Alimentation, le RFI, Ouest Industrie Créatique et l'école de design de Nantes Atlantique sur l'innovation par les usages dans l'agroalimentaire. Et enfin, pour terminer, on vous propose un webinaire le 17 juin en partenariat avec Végépolis Vallée sur les aliments transformés, comment optimiser vos matières premières végétales par une approche intégrée filière depuis la variété jusqu'au procédé de transformation. Donc ça, ce sera de 9h30 à 11h. Et encore une fois, de la même façon, vous retrouverez l'ensemble du programme détaillé, les liens d'inscription sur nos différents sites Internet. Voilà, je vous remercie vivement pour votre attention. Encore une fois, merci à nos deux intervenants, Pauline et Philippe. Merci à Cécile. Et puis, vous avez l'ensemble de nos contacts sur les slides qui vous ont été présentés. Et je vais repasser la parole à Cécile pour le mot de la fin. Voilà, merci Viviane. Juste vous dire que vous pourrez retrouver en fait l'enregistrement de cette session sur notre site. On vous transférera les liens si vous souhaitez écouter ça de manière attentive. Et puis, n'hésitez pas à effectivement recontacter chacun de nous si vous souhaitez avoir plus de renseignements. Je pense en particulier à Philippe et Pauline qui se feront un plaisir de répondre à vos questions de manière plus individuelle. Voilà, écoutez, je pense qu'il est tout à fait l'heure de conclure ce webinaire. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.